Chers amis, j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui une communication sur Rimbaud, que j'ai intitulé, comme vous l'avez vu, Rimbaud cacographe. Tous les lecteurs de Rimbaud l'ont constaté, ses œuvres contiennent des termes et des expressions qui ressortissent soit au parler des Ardennes, soit à celui des départements français limitrophes, ainsi que des provinces situées au sud de la Belgique. Quelques exemples significatifs. Flash, F-L-A-C-H-E, au vers 93 du bateau-livre. Si je désire une eau de vent, c'est la flash. Et également au troisième alinéa d'Ouvrier, un des textes des Illuminations, dans une flash laissée par l'inondation du mois précédent. La plupart des commentateurs donnent un terme du moyen français qui a disparu à la fin du XVIIIe siècle, le sens de creux dans un terrain, flaque d'eau ou encore mare. Toutefois, dans l'important dictionnaire liégeois du linguiste verviétois Jean Host, qui est décédé en 1946, j'ai relevé que flash est aussi synonyme de flacon, notamment du côté de Serein, et que l'expression « vider sa flash » pour vider son verre de Péquet, autrement dit un verre de Genièvre, est assez courante, sens qui pourrait fort bien, ou qui devrait même fort bien s'appliquer, me semble-t-il, au flash de bateau ivre. Ce qui reviendrait à dire que Rimbaud utilise flash dans deux sens différents. Fesse, F-E-2-S-E-S, au vers 11 du poème bruxellois Plate-bande d'Amarante. Je dis bien poème bruxellois parce que souvent et erronément le poème est intitulé Bruxelles, ce qui n'est pas du tout le cas. Qui avait fait une communication là-dessus, je me souviens, à l'ambassade de France. Vous devez bien relever que c'est l'indication de poème a été écrit à Bruxelles, mais il est souvent très erronément intitulé Bruxelles. Il n'y a pas un poème sans titre. Donc c'est l'incipit Plate-bande d'Amarante qui est celui qu'on trouve dans les ouvrages de Rimbaud. Fesse, après les fesses des rosiers. Jean Hauss, aujourd'hui, note qu'en Wallonie, le terme qu'on orthographie parfois aussi fesse avec aïe, désigne tantôt une branche qu'on entrelace pour réparer une haie ou pour construire un mur en torchis, tantôt une clé de branches entrelacées servant à former une paroi ou une clôture. Onin, O-2-N-A-I-N-G, au vers 19 du poème à la musique. Un bourgeois à bouton clair, bedaine flamande, savoure son onin, d'où le tabac par bras déborde. Onin est le nom d'une pipe de qualité en terre réfractaire qui était fabriquée par les frères Pierre et Antoine Scouffler, qui est d'origine belge, dans la commune du même nom, près de Valenciennes, et qui était surtout vendue au nord de la France. La commune était également connue pour ses faïences, dont la production s'est échelonnée entre 1821 et 1938. On peut rapprocher Onin de Gambier, G-A-M-B-I-E-R, l'hypograstre et le cambré, une gambier aux dents, qu'on trouve au vers 3 d'Oraison du soir, et qui est une autre marque de pipe fabriquée, elle, à Givet, donc à l'extrême nord du département des Ardennes, à la frontière franco-belge. La maison a été fondée en 1780 par le dénommé Gambier, originaire quant à lui de Dieppe, et cette maison n'a disparu qu'en 1928. Elle a longtemps été considérée comme l'une des plus importantes piperies en Europe. Les pipes qu'elle produisait étaient fabriquées à partir d'une argile appelée la derne, D-E-R-E, et extraite du côté d'Andenne et dans la région de la Lesse. Les collectionneurs les recherchent aujourd'hui pour la décoration de leurs fourneaux. Il en existe, je relevais, plus de 1600 modèles différents, de nombreux à l'effigie de personnalités artistiques ou politiques, Rubens, Rembrandt, Voltaire, Paganini, Napoléon, Gambetta,
Disraeli, Léopold II, Guillaume II, etc. Les types utilisés par Rimbaud étaient très personnellement des gambiers. On en voit sur certains dessins exécutés soit par Verlaine ou par le dessinateur Félix Régamay. Ceux de dessins de Félix Régamay ont été exécutés à Londres. Au vers 23 du même poème, Rimbaud parle de piou-piou fumant des roses. Les roses étaient la couleur du papier d'emballage entourant des paquets de cigarettes de bonne qualité, par opposition au bleu des cigarettes de moins bonne qualité, des mots dont le sens, pareillement, n'est alors compréhensible que dans le nord de la France. Bock, dont vous connaissez tous, au vers 2 de Roman. Un beau soir, foin des bocs et la limonade. Bock, et ça m'a frappé, est absent des diverses expéditions du dictionnaire de la langue française rédigées par Émile Littré de 1847 à 1865, lequel Émile Littré, mais pourtant, et je le signale au passage, des mots peu usités, des mots étrangers, ainsi que des verbes devenus rares ou précieux de nos jours, tels que barguigner, une hérésité, morguer, magnifique, traité avec un romance, avec morgue, ou s'emberlucoquer, ou s'entêter. Le poème roman date de 1870, mais le mot boc ne se répand réellement à Paris qu'à partir de 1875, après la fondation par Émile Bello du Bon Boc, qui était une société, une confrérie littéraire sur le modèle des vilains bonshommes, auxquels, comme vous le savez, Rimbaud et Verlaine ont appartenu, ou alors des Spartiates, qui étaient anciennement les dîners Sainte-Beuve, que j'ai relevé également dans un de tes travaux, ou du Parnasse Club, une confrérie qui réalise des dîners artistiques où alternent la poésie, la musique et les fantaisies au gré de tous les auditeurs. La confrérie ira jusqu'à compter plus de 1000 membres sur le nom des convives. Elle changeait de restaurant. Je vais vous les citer, mais il y avait entre autres la Boumois, qui existe toujours, au Grand Turc. Émile Bello, qui était graveur, a été portraituré en 1873 par Édouard Manet et représenté la pâte en main, un tableau qui d'ailleurs s'intitule toujours Le Bon Boc. On ne donne pas le nom de Bello, il est intitulé Le Bon Boc. 10 ans plus tard, soit le 9 juillet, je suis très précis, 1883, Guy de Maupassant, lui, donnera au Gil Blas un conte intitulé Garçon à Boc, dédié à José-Maria de Heredia et repris la même année dans le recueil Miss Harriet. Le terme y figure à de très nombreuses reprises. Autre mot, fouf, F-O-U-2-F-E-S, au vers 27 de mes petites amoureuses. Plaqué de amoureuses, voter ton lait. Dans le Parler des Ardennes, Michel Tamine, un ouvrage qui est paru assez récemment en 2006, Michel Tamine signale que ce mot régional, synonyme de chiffon ou de haillon, est souvent employé au pluriel de la racine expressive fouf, désignant des choses sans aucune valeur. Par extension, et dans un sens péjoratif, fouf désigne aussi une femme, une fille, une mœurs légère dans certains coins de Wallonie. Orille, O-2-R-I-E, au vers 3 du poème Les pauvres à l'église, c'est-à-dire le cœur ruisselant d'Orille. Savoir donc dorure ou ornement doré. Alors là aussi, comme j'adore les digressions, Orille est par ailleurs un prénom anglo-saxon assez courant. Par exemple, l'écrivain américain Henry Edwin Hurt, ou le roman que vous avez peut-être lu, Le Crime d'Orille, qui est remarquable, le romancier américain Thomas Berger, publié par Fayard en 1924. Darne, au vers 4 du poème Accomplissement. Lui darde une migraine et fait son regard d'arme. Lui darde, donc c'est le soleil qui lui darde une migraine et fait son regard d'arme. Selon Michel Tamine, cet adénisme a deux significations. Soit prix d'éblouissement, de malaise, de vertige, dont les manifestations sont identiques à celles de l'ivresse. Il faut que je m'assoie, c'est l'exemple qu'il donne, je me sens toute d'arme. Ou alors, autre signification, fou,
de la racine germanique d'arne, derrière, c'est-à-dire, on dit c'est un vrai d'arne. Michel Tabi mentionne aussi deux autres termes ardennais proches, d'arnéeux, un substantif féminin qui signifie éblouissement, vertige, ou d'arnier, un verbe intransitif, avoir des vertiges, être ivre. Fuireux, F-U-I-R-E-U-X, au vers 12 du poème Les Premières Communions, des nœuds de mûriers noirs et de rosiers fuireux. Dans son édition des œuvres complètes de Rimbaud à la Bibliothèque de la Pléiade, parue en 1972, édition qui a précédé celle d'André, Antoine Adam note, et je crois que sa note tient toujours, on a depuis longtemps rapproché fuireux et foireux. Restait à expliquer ce qu'est un rosier fuireux. Un lecteur d'origine ardennaise nous apprend que l'expression rosier foireux ou fuireux est d'usage courant dans son village voisin de Rethel pour désigner l'églantier. Les églantiers y sont d'ailleurs appelés des roses fuireuses. André Guillot précise que Rimbaud fournit ici la première attestation de son régionalisme. Après, ça je ne m'en voulais plus, vous savez de quoi il s'agit, au vers 14 de Michel et Christine. Mais moi, Seigneur, voici que ton esprit vole après les cieux glacés de rouge. Dans son étude, le patois de Rimbaud, Charles Bruno, qui était un très grand linguiste, pas un grammairien. C'est un ardennais. Il était ardennais, oui, absolument. Il était un grand ardennais. Donc, il y a un article très important qui est paru dans la revue La Grille en 1947, qui est une des grandes revues ardennaises, qui est subsidiaire jusqu'il y a encore une dizaine d'années. Charles Bruno mentionne quelques occurrences similaires en vigueur dans les Ardennes, comme j'attends après le train pour j'attends le train, ou il a grimpé après un arbre pour il a grimpé sur un arbre. En Wallonie, on dit aussi aller après quelque chose pour aller chercher quelque chose, ou encore être après ses sous, être regardant, regarder de près la dépense. Dans le bon usage, dans l'édition de 2008, Maurice Grévis et André Gauss, enfin c'est André Gauss puisque Grévis était décédé à cette date, énumèrent divers autres cas, courir après, galoper après, sauter après, assortis de citations littéraires classiques. On trouve ces termes déjà, entre autres, chez Stendhal, chez Taine, chez Jacques Rivière et chez Georges Bernanos. Il cite notamment une phrase tirée des Contes du Lundi d'Alphonse Daudet, donc qui est un recueil publié en 1865, que Rimbaud a peut-être lu à la bibliothèque de Charleville. Tout le monde lui était après, pour tout le monde lui en voulait. Main de cousine, au vers 29 du poème Les mains de Jeanne-Marie. Ce ne sont pas mes mains de cousine. D'après le philologue et historien que certains ont peut-être connu, Albert Henry, que j'ai eu le plaisir de rencontrer ici à l'Académie il y a de nombreuses années, cousine est ici synonyme de fille de joie et serait un régionalisme à l'instar de Darne ou de Foulque. Albert Henry, qui était membre par ailleurs de la Société de langue et littérature wallonne, s'appuie sur un article du dictionnaire wallon-français, dialecte de Givet, dialecte givetois, dans un certain Wasselet, qui est publié à Sedan en 1923. Le mot peut être aussi orthographié cousine, avec un Z, dans certaines régions des Ardennes. Je signale également au passage que cousin au pluriel veut également dire dans cette région ardennaise, testicules, les testicules d'un homme. Ramasser, le verbe ramasser, au vers 3 de Malines. Je ramassais un plat, je sais qu'elle met. Elle met, orthographié, M-E-T. Qui n'est pas tant, me semble-t-il, une expression régionale signifiant prendre un plat, commander un plat ou encore achever ou vider son assiette. Alors j'en viens au sujet de la communication, qui est un bel exemple de cacographie. Concept inventé en 1815 par le grammairien et auteur de livres scolaires très répandu à l'époque, Jean-Étienne Forestier, dit Boinvilliers. Je ne sais pas si tu as l'occasion de parcourir l'ouvrage de Boinvilliers, qui est mort en 1830.
Alors qu'est-ce que c'est qu'une cacographie? Ce sont des mots, ou un mot, qu'on a mal orthographiés sciemment, ou qui sont impropres, et qui ont été choisis par jeu, par dérision, ou afin d'attirer l'attention de leur destinataire. On peut ainsi songer, pour les époques plus contemporaines, à des œuvres d'Amokono, ne serait-ce que celle-ci dans le métro, qui pullule de cacographie, ou encore, on a parlé il y a un mois, Les Revenantes de Georges Perec, où les orthographes sont volontairement fautives. Dans les années 1860-1870, la cacographie était à la mode à Paris, et ceux qui la pratiquaient, dont Charles Cros, qui était un des grands amis de qui était un ami de Rimbaud, s'efforçait surtout de concevoir des phrases amusantes, drôles et burlesques, et plus elles étaient, plus leurs auteurs étaient applaudis et considérés. D'une certaine manière, là je m'avance peut-être, l'album Zutik, auquel Rimbaud a donné 22 textes en forme de pastiche, sur une centaine écrites par d'autres zutistes pasticheurs, tels que Verlaine, Albert Mira ou Léon Valade, ressemble à un répertoire chamarré et révélateur de cacographie pratiquée à cette époque, leur principale bête noire étant François Coppée, lequel allait, une vingtaine d'années plus tard, traiter Rimbaud de fumiste réussi et considérer Voyelle, donc le poème Voyelle, comme un déplorable sonnet parnassien. Il a d'ailleurs écrit un sonnet annuel, une ballade. Il a intitulé Ballade des vieux parnassiens, que je vous lis. Rimbaud, fumiste réussi, dans un sonnet que je déplore, veut que les lettres O-E-I forment le drapeau tricolore. En vain le décadent pérore, il faut sans mais, ni car, ni si, un style clair comme l'aurore. Les vieux parnassiens sont ainsi. Il convient de remarquer à ce propos, et là c'est une nouvelle digression que je fais, et toute mon communication est digressive, vous l'aurez constaté, il convient de remarquer à ce propos que les jugements négatifs n'ont pas manqué à la fin du XIXe siècle et que François Coppée n'est pas le seul à avoir parlé de fumiste à propos de Rimbaud. Guy de Maupassant, que j'ai évoqué plus haut, avec le mot boc, s'est servi du même vocable péjoratif dans un passage de La vie errante, un ouvrage publié encore du vivant de Rimbaud en 1890, où il consacre quelques lignes au poète Voyelle. Il est très vraisemblable d'ailleurs qu'en 1890, Rimbaud se trouvant en Afrique de l'Est ou à Aden, n'a certainement pas pris connaissance de ce texte. Tout comme la plupart tout comme le critique très officiel, historien des lettres, Jules Lebert, qu'on citait beaucoup lorsque j'étais jeune homme, et dans tous les ouvrages scolaires, il y avait toujours des références à cet auteur, lecteur au premier degré, totalement insensible à la magie des symboles. Il note que, je cite, le misérable Arthur Rimbaud a cru, quelle bêtise, a cru, par la plus lourde des erreurs, que la voyelle U était verte. C'est extraordinaire, c'est publié. On constate d'ailleurs, encore, il y a une essayiste, il y a un livre à succès, qui a souvent été cité à l'époque également, qui a été écrit par une certaine Madeleine Vigier. Elle signait son livre Vigier-Lecoq. Dans son livre La poésie contemporaine, qui est apparu en 1897 au Mercure de France, qui était à l'époque un des grands éditeurs de poésie, et ce livre a fait autorité. Elle n'hésite pas, dans cet ouvrage, à dire que Rimbaud est un exemple de poésie maladive, notamment parce qu'il a écrit Voyelle, et que les premières communions où il y a le vers Christ, Christ éternel, voleur des énergies, est un scandale total. Elle reprend grosso modo l'appréciation de Louis Desprez, un fervent d'Émile Zola, dans un violent article de la Rue Indépendante, paru en 1884. Alors je ne vais pas vous citer tous les articles négatifs sur Rimbaud, il pullule, on peut en faire une véritable anthologie. Je parle d'articles de l'époque, mais j'ai celui-ci, donc, qui est dû à celui Desprez. Monsieur Rimbaud me semble produire du typique du byzantisme baudelairien aboutissant à la folie.
de la mystification grave et convaincu d'une recherche morbide de vers de plaie, des incompréhensibilités psychiques et linguistiques du rêve biscornu démentiel. Il y a un ouvrage à cet égard que tu connais, celui de Grave, qui reprend toutes les critiques négatives concernant Rimbaud, ça fait amusante. Alors il y a aussi un livre très intéressant, je vous conseille également de lire, qui est un Hollandais à Paris, qui est écrit par un des grands auteurs hollandais de l'époque, qui s'appelait Bivant, je ne sais pas si tu connais, ça dit rien, qui avait fait B-Y-V-A-N-C-K, Bivant. Bivant, je ne sais pas comment on dit, William. Bivant, B-Y-V-A-N-K, 1825, considère pour sa part, alors lui, que Rimbaud est un voyou et laisse clairement entendre que le bateau-ivre ressortit à la littérature irrationnelle. Irrationnelle. Autre occurrence, une fois, au vers 14 de la Malines. J'ai pris le froid sous la joue. L'expression est un belgicisme assez populaire, en particulier dans la vallée de la Meuse, entre la frontière française et Namur et dans le Hainaut, pour dire attraper un rhume. Cependant, on peut se demander si le poème entier, y compris son titre, qui aurait été correct d'écrire La Maligne, puisque je ne l'ai pas dit, mais le poème de Rimbaud s'orthographie M-A-I-N-E, alors que s'orthographie normalement M-A-G-N-E, ne constitue pas lui aussi une cacographie poétique, tout comme malignement, qui est un adjectif qu'il utilise au vers 4 de première soirée. Et ce reste un hasard, et rien qu'un simple hasard, si mais, je prends un mais dans le cas de plat, est orthographié sans S, s'il est suivi, je ne vais pas vous le lire, au vers 4 de l'adjectif belge, par dérision, et si l'article une est transcrit avec des capitales, et aussi au surplus apparaît au vers 12 le très curieux mésé, M dans le verbe mésé, aisé, M, élision aisée. Elle arrangeait les plats tout près de moi pour m'aiser, à la place de pour me mettre à l'aise ou pour me satisfaire. Verlaine reprend ce même mot dans le poème 10 du recueil Ode en son honneur. Il parle de Malines Fossette, et sans doute, comme ce poème date de 1893, sans doute songe-t-il, quand il écrit, il n'a pas légitime Malines, il écrit l'orthographie N-E, sans G, sans doute songe-t-il également à Rimbaud. Alors il y a aussi au vers 4 des douaniers, d'H, D, apostrophe, H comme H, pour la H. Alors il dit, Quitailla de l'azur frontière, à grands coups d'H. Un sonnet plein de résonances belliqueuses où Rimbaud se moque des soldats en poste à la frontière franco-belge, des gens qui parlent mal et dont l'accent et la prononciation prêtent à sourire. Ces soldats étaient en poste, par parenthèse, depuis l'armistice de Versailles et la paix de Francfort en 1871. Alors il y a aussi épeure au vers 9 du poème Au cabaret vert. C'est le là, ce n'est pas un baiser qui fait peur. Régionalisme pour apeur, du verbe apeurer. À moins que ce ne soit ici encore, c'est une cacographie volontaire. Quand je dis cacographie volontaire, c'est peut-être un pléonasme. Comme le serait peut-être la plupart des néologismes, alors là je les cite sans apporter de commentaires, puisqu'ils ne sont pas propres à la langue ardennaise ou à la langue du nord de la France ou à la langue de la Wallonie, tels que affriander, et bleuité, bombine, du verbe bombiner, dérade, qui est un joli mot, sorti de l'arabe, qui se trouve dans le bateau-livre, drogaille, qui sont des mauvaises drogues, féal, dans ma poème, fringalant, je trouve très joli aussi, antoné, qui se trouve dans le chant de guerre parisien, les harmosités, c'est magnifique ce poème, harmosité, incag, du verbe incaguer, c'est-à-dire couvrir d'excréments, piala, la peut-être communion, pipuesque, qui vient de piu, de soldat,
rabats, du verbe romansonner, des sapinés, des sapinières, des strideurs, d'Ambronière, enfin il y en a toute une série, je m'arrête là, l'œuvre poétique de Rimbaud en revanche. Au-delà de ces quelques exemples, une évidence s'impose. Par un certain nombre de singularités, le français de Rimbaud s'arc-boute dans plusieurs de ses poèmes en vers et en prose autour d'une syntaxe régionale, voire d'une syntaxe dialectale, pour ne pas dire carrément une syntaxe ardennaise, à supposer que cette dernière possède une grammaire spécifique, et même une syntaxe paysanne ardennaise. Encore Charles Bruno, que je recite, a parfaitement raison de dire que Rimbaud, alors je le cite, reste notre poète national. Et Georges Duhamel, grand auteur qu'on a tout tendance à négliger, qui était à une certaine époque le président des Amis de Rimbaud, dit dans un très beau livre qui s'appelle Refuge de lecture, que je vous invite à lire, qui est un recueil d'essais sur toute une série d'écrivain, dit, et dont un magnifique est consacré à Rimbaud, dit très clairement que Rimbaud est de son pays et même de sa petite ville. Et il ajoute national, sa petite ville, donc national chez Bruno, pays, petite ville, devront être compris en l'occurrence dans leur acception la plus élémentaire. Dans son livre sur le poète Ernest de La Haye, qui a été, comme vous le savez, un des grands amis, lui, un des rares grands amis, un vrai grand ami de Rimbaud, signale qu'au moment de son arrivée à Paris en 1871, Rimbaud avait un accent ardennais assez fort, alors là mais qu'il le perdit presque immédiatement, et qu'après 6 semaines de séjour, je le cite, il parlait comme un Parisien né natif. Et comme Ernest de La Haye, qui est né à Mézières, était un des très rares amis de Rimbaud, ils se sont connus à l'âge de 6 ans sur les bancs du collège de Charleville, son témoignage à ce sujet me semble assez plausible. En 1946, dans un ouvrage collectif consacré à Valéry, Joly Bousquet, poète que tu admires, rapporte une conversation avec l'auteur du Cimetière marin et remarque « Je soutenais que les déformations de langage dues à un accent défectueux orientaient parfois avec bonheur l'invention poétique. Et là-dessus, après avoir cité le vers du bateau ivre où les serpents géants dévoraient des punaises, il ajoute, dont Joly Bousquet ajoute, Arthur Rimbaud avait l'accent de Charleville qu'il n'avait guère quitté quand il écrivit son morceau de bravoure. Quand je dis que c'est Charles, c'est pas Joly Bousquet, c'est Valéry, parce que Valéry a connu, comme vous savez, Verlaine, et il a sans doute rencontré, il avait à cette époque 17-18 ans, il a sans doute rencontré Verlaine à Paris. Il allongeait des diphtongues et appelait un bois un boa, et entendait les habitants de son patelin appeler punaises des boas les puants insectes plats et roux qu'on trouve sur les fondaisons humides. Il a voulu que ce qu'il entendait commandât l'oubli de ce qu'il savait. Ainsi, la musique verbale a fait ce vers, comme l'odorat nous a valu le parfum goudronneux du vers suivant. Choix des arbres tordus avec de noirs parfums. Donc ce témoignage de Paul Valéry est assez intéressant. Ce qui est sûr à tout le moins, c'est que le style, j'insiste sur le mot, la construction et l'articulation de beaucoup des vers et des phrases de Rimbaud n'ont rien de convenu ni d'académique, que ce soit la juxtaposition des mots les uns derrière les autres, la manière de les assortir, ne serait-ce que l'usage très singulier des inversions, la conjugaison des verbes, la concordance de temps, qui est souvent, je ne vais pas dire fautive, mais hasardeuse, ou la ponctuation, qui, on le sait, a fortement, enfin je dis on le sait, les Rimbaldiens le savent, a fortement intrigué un des premiers grands Rimbaldiens, des premiers grands chercheurs Rimbaldiens, qui a fait autorité jusque dans les années qui ont précédé la dernière, qui s'appelait Henri Bouillon de Lacoste, qui a énormément travaillé sur les ponctuations dans l'œuvre de Rimbaud.
On a la nette impression, en somme, d'avoir presque toujours affaire à une langue irrégulière, avec des clausules tout à fait surprenantes, des ruptures métriques, des répétitions, des périodes heurtées, décousues, dégradées, et même parfois parlées et épousant les pulsions instinctives d'une discussion à haute voix entre plusieurs interlocuteurs, au sein de laquelle la recherche et le souci de correction importent peu, comme en témoignent les vers des poètes de ces temps, ou la phrase « d'un bon rire qui voulait bien », le vers 28, le vers 28, ou le pardon, on en témoigne certains passages des poètes de ces temps, ou alors le vers d'un bon rire qui voulait bien, qui est le vers 28 de première année. On se demande qu'est-ce que ça signifie, un bon rire qui voulait bien. Parce qu'à contrario, on peut imaginer un bon rire qui ne voulait pas bien. Tout se passe comme si ce prodigieux linguiste, là je reprends la phrase de Verlaine, ce maître d'une... Alors là je reprends mon ami André, ici il y a une très belle expression, il parle d'un maître du sémantisme complexe et mystérieux. C'est ce que tu dis dans ton livre Duplicité de Rimbaud. Quoi? Rimbaud avait recours à des façons de parler volontairement non conformistes, transgressives et anti-bourgeoises, à l'image même de son comportement dans la vie quotidienne, à Charleville, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Peut-être que ces façons de parler s'inscrivent également, ça c'est très important, dans le contexte de ce que certains historiens ont appelé, je cite, le réveil culturel des provinces, lequel, dans la seconde moitié du XIXe siècle, a vu naître et prospérer partout sur le territoire français quantité d'institutions locales, de cercles artistiques, d'académies et de sociétés savantes, se donnant pour mission de consigner et de valoriser l'histoire et la culture du pays et de promouvoir les œuvres d'écrivains, poètes et artisans du cru. Alors ici, je cite en réalité quelques phrases tirées d'un ouvrage qui vient de paraître. Figurez-vous qu'on vient de publier aux éditions Gallimard un livre de Verlaine, sous la couverture blanche. C'est assez étonnant, avec au lieu publié, je sais pas, Jean-Georges Mousson. La collection blanche. La collection blanche. Oui, c'est ça. Oui. Un ouvrage qui s'appelle Les poètes du Nord. Et c'est une conférence qu'on a retrouvée. Enfin, on en connaissait l'existence, mais on vient juste à retrouver dans une toute petite revue du Nord de la France. Et dans cette conférence de Verlaine, il parle de divers poètes du Nord. Alors il évoque deux poètes archi-célèbres, la douaisienne Bacheville de Potte-Valmore et Sainte-Beuve, qui étaient natifs, comme vous savez, de Boulogne, mais aussi de deux autres poètes qui sont des poètes régionalistes et qui met en avant Alexandre Desrousseaux, qui était de Lille, et Charles Lamy, L-A-M-Y, qui lui était de Cambrai. Et tout se passe en fait comme si, à travers sa géniale et formidable quête poétique, à travers cet empressement de la parole, selon la belle expression de René Char, Rimbaud avait voulu à la fois démanteler et désacraliser l'art d'écrire, le mythe hugolien du poète consensuel, si admiré et si célébré à son époque. François Coppée en est le parfait représentant, puisqu'aussi bien le voyant est à ses yeux non seulement le dérégleur de tous les sens, mais en outre le dérégleur de la langue tout entière. Quitte à ce que cette entreprise de démolition systématique le conduise à écrire des textes presque obscurs et difficilement déchiffrables, à l'instar de Parade, des trois sections de vie, ou encore de Génie, l'ultime vrai-faux poème des Illuminations, ultime offrande à l'histoire séculaire de la poésie française, ultime sursaut lyrique, avant de passer à l'acte et à l'autre monde, et même cette fois d'y dérégler corps et âme et sa propre existence. Alors quand je dis que c'est l'ultime vrai faux poème, c'est pas tout à fait vrai, parce que pour les puristes, et on a parmi nous, dans une lettre
datant de 1875, adressé toujours au même Ernest Delahaye. Il y a deux tout petits poèmes qu'on cite rarement, qui sont sans doute les deux derniers poèmes qu'on connaît, mais dont ils sont 4 ans et demi après les Illuminations. Et dans le Guédeur, il y a quelques expressions qui relèvent du parler relatif. Alors je ne vais pas, pour l'agrément, mais le temps passe, je pouvais vous lire ce poème, ce magnifique texte, il est là, qui montre à quel point la langue de Rimbaud est une langue démolie, une langue déstructurée des faits, là, ce superbe dernier poème, il est l'affection et le présent, puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été. Lui qui a purifié les boissons et les aliments, lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations. Il est l'affection et l'avenir, la force et l'amour que nous, debout dans les rages et les ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempête les drapeaux d'extase. Enfin bon, tout le poème est ainsi. Le dernier vers de ce poème, il nous a connus, nous tous, il nous a aimés. Sachons cet univers de cap en cap, du pôle tumultueux au château, de la foule à la plage, des regards en regard, force et sentiment, là, le héler et le voir et le renvoyer, et sous les marées et en haut des déserts de neige, suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour. Ce poème incantatoire joue sur le mystère de l'identité et illustre à merveille, si ce n'est à un point d'incandescence absolue et à son paroxysme, l'ambition poétique de Rimbaud, ne serait-ce qu'à travers le titre qu'il a choisi, et qui atteste que le voyant est un individu à part, un être messianique, ou carrément une créature divine, un Dieu. En réalité, cette ambition, cette entreprise de démolition, de démystification, ou à tout le moins cette recherche de renouvellement du verbe, Rimbaud l'a nourri depuis ses premières œuvres en vers et en prose, écrites en 1868, alors qu'il avait à peine 14 ans. Petit poucet rêveur, je dirais, vous savez, de ma bohème, et c'est ce qui atteste avec une force inouïe et extraordinaire la célèbre lettre datée de Charleville du 15 mai 1871 et adressée à ce poète obscur qui s'appelle Paul Démeny et qu'on a baptisé la lettre du voyant. Tous les mots de cette lettre sont devenus célébrissimes, je vous le lis quand même, un passage. Donc, le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé d'humanité, des animaux même. Il devra sentir, palper, écouter ses ambitions, ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas, il est en italique, à forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouvez une langue. Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra. Il faut être académicien, plus mort qu'un fossile, pour parfaire un dictionnaire de quelque langue que ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet qui pourrait vite surruer dans la folie. Cette langue sera l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant à la pensée et tirant le poète. Le poète définirait la quantité d'inconnu s'éveillant en son temps dans l'âme universelle. Il donnerait plus que la formule de la pensée, que sa notation de sa marche au progrès. Énormité devenant norme, absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès. En attendant, demandons au poète du nouveau, idée et forme. Trouver une langue. On songe, enfin je songe, à ce que augurait Marguerite Duras en 1990. Il y aurait une écriture du non-écrit. Un jour, ça arrivera. Une écriture brève, sans grammaire, une écriture des mots seuls, des mots sans grammaire de soutien, égard, là, écrit,
et quitter aussitôt. Et je songe aussi à ce qu'écrivait Marcelin Plenay dans son essai Rimbaud en son temps, qui lui est apparu en 2005, dans des conditions historiques d'une féroce médiocrité. L'œuvre et la vie de Rimbaud font encore aujourd'hui et ne cesseront de faire événement dans la mesure où la question qu'elle pose essentiellement assume pour l'humain le dévoilement dynamique de toute parole, de toute existence et de toute pensée. Et voilà pourquoi, je conclus, la poésie de Rimbaud, quel que soit l'angle sur lequel on l'examine et l'analyse, ne cesse pas non plus d'être d'abord et avant tout cacographique, téméraire, provocante et lexicalement scandaleuse. Je vous remercie.